sur le cycle Terre du Nice Climate Forum. Je suis ravi de vous recevoir toutes et tous parce qu'on va aborder deux thématiques qui me sont chères. La première, celle de la technologie, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je vis au Brésil où j'ai créé une conférence qui s'appelle Rio Ponto Futuro sur comment la technologie change le monde. Et le deuxième point sur la biodiversité. Comme je vais émigrer au Brésil, le pays de la mégadiversité, je suis ravi de vous accueillir toutes et tous. Et je voudrais commencer par vous, Redouane, vous êtes le directeur général de Deloitte France, pour un peu faire un petit constat d'où est-ce qu'on en est. Est-ce que toutes les initiatives qu'on connaît, les associations, les COP et autres, on a le sentiment que c'est peut-être encore pas assez ou pas assez vite? Pour vous répondre sur ce sujet, je pense qu'il faut à la fois raisonner en tant que citoyen, ça c'est le premier point qui est important, raisonner aussi par rapport aux fonctions qu'on en exerce et des impacts qu'on peut apporter. Et moi, je vous parlerai aussi de mon expérience en tant qu'agriculteur, puisque j'ai un deuxième métier. Je suis agriculteur. Avec mon père, dans le nord du Maroc, on a des pommiers, amandiers, cerisiers. Et donc, le sujet de la biodiversité, on le vit pleinement et il faut le gérer. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une érosion forte de la biodiversité. Il y a des chiffres qui sont assez implacables. En 30 ans, on perd 1000 fois plus d'espèces pour des raisons autres que naturelles. Donc, ça va très vite. Quand on regarde toute la partie, je dirais, espèces sauvages, moins 70% en 50 ans, il y a 1 million d'espèces qui sont menacées et on a 600 000 hectares en France qui sont artificialisés tous les 10 ans. Alors, est-ce que ça bouge? Il y a un engagement plus fort des États et des grandes organisations, c'est une réalité, mais ça reste quand même assez lent si on compare cela notamment par rapport aux efforts qui sont faits sur la lutte contre le réchauffement climatique. L'une des raisons, c'est probablement parce que l'impact humain est plus difficile à mesurer, alors que paradoxalement, quand on regarde un petit peu les choses d'un point de vue économique, 55% du PIB est lié à une biodiversité productive. Alors oui, il y a des initiatives, il y a des très belles initiatives qui sont engagées. Je pense par exemple à une organisation qui s'appelle Business for Nature. Vous avez 1400 organisations et entreprises qui essayent d'intégrer, qui militent pour le fait d'intégrer la biodiversité dans les modèles économiques, avec la déclinaison de plans, je dirais, pragmatiques et concrets. Mais moi, je dis souvent que la somme des bonnes initiatives ne fait pas nécessairement une stratégie, parce que là, on raisonne au niveau mondial, donc c'est un élément important. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une conférence comme celle-ci est aussi importante, puisqu'elle permet de confronter les points de vue et de sensibiliser. Totalement. Et en fait, en réalité, on vit à un rythme qui consomme plus que ce que la planète peut offrir, ce qui veut dire qu'on vit à crédit aujourd'hui, et on va générer de la dette sur la biodiversité pour nos enfants et nos petits-enfants demain. Et pour rebondir là-dessus, moi je suis petit-fils d'agriculteur de Beauce, où on a parlé juste avant de la déforestation, de l'artificialisation des sols, et on voit que la logique de la préservation n'est plus suffisante. On doit restaurer, on doit stimuler, et c'est pour ça, Ludivine, merci d'être venue. Merci à vous. Vous travaillez chez Mycophyto, vous êtes attaqué à un sujet de biodiversité qui est difficile à voir, mais qui est vital. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vite, rapidement ? Alors, il est difficile à voir et malgré tout, il existe bel et bien. Il est difficile à voir puisqu'on parle de micro-organismes qui sont présents dans les sols, donc de biodiversité, pour le coup, qu'on ne voit pas, mais qui est sous nos pieds. Donc, nous, on produit des champignons mycorhiziens, qui sont des champignons microscopiques, donc qui font la symbiose avec la plante et qui permettent à la plante de bien se développer. Donc, aujourd'hui, les sols sont considérablement appauvris, effectivement. Et régénérer les sols, revitaliser les sols, c'est vraiment vital. Pour le coup, c'est un enjeu mondial et vital sur lequel nous, on est positionnés. Et c'est là où la technologie a un rôle important à jouer. Vous avez été cité un peu avant, justement, sur comment, grâce aux données, à ce traitement, entre parties lié à l'intelligence artificielle, mais surtout de savoir comment optimiser cette restauration, puisqu'on l'a vu, ça ne va pas assez vite. Et pour ça, il nous faut des données. C'est un peu votre mission, Olivier, si je ne dis pas de bêtises, avec Prométhée. Alors oui, nous, de l'espace, on aimerait bien voir les champignons, mais les champignons sont un peu petits. Non, je vais d'abord partir en effet sur le constat où c'est assez partagé maintenant que l'homme impacte le climat. Et je dirais que le climat le lui rend bien, puisque les catastrophes naturelles
en intensité et en fréquence, augmente chaque année. Avec la biodiversité, puisque c'est le thème aujourd'hui, qui est, je dirais, sur la facture climatique, est au devant de cette facture climatique. Je vous rappelle que dans la biodiversité, l'homme fait partie de la biodiversité, avec un effet, je dirais, cumulatif et divergent. Je m'explique. On parlait des forêts, donc il y a la sécheresse crée des incendies, le réchauffement climatique touche les coraux, et c'est l'autre grand réservoir, ça a été dit par le panel précédent, donc avec une perte de capacité de séquestration de carbone, il y a plus d'incendies avec la sécheresse, et en fait, avec ça, on dérègle les réservoirs, donc il y a plus d'accidents climatiques, donc il y a des inondations, donc avec les inondations, on emporte les terres. Je vais m'arrêter là, et ça tourne, et ça diverge, et c'est cumulatif. À ce sujet, je veux juste dire, j'étais en Grèce il y a une semaine, et il y avait, avec l'agence spatiale, et il y avait une réunion organisée par le Premier ministre Mitsotakis, qui voulait voir tout son gouvernement pour lancer un grand plan de quasi 2 milliards d'euros pour la sécurité civile par rapport justement au risque climatique. Et puis à Thessalonique, les routes, tout était cassé, les routes et tout ce qui était ferroviaire était cassé, donc tout le monde a dû prendre l'avion. Donc, ce qui est assez hallucinant pour une rencontre de ce type et symptomatique. Et la deuxième chose, c'est qu'il a décidé d'arrêter un programme spatial de constellation de communication pour le rediriger, c'est une décision qui est tombée quasi en même temps, vers l'observation de la Terre. J'arrive au lien, j'étais un peu long peut-être, mais l'observation de la Terre est un outil global et peut-être le seul outil qui permet déjà d'anticiper, puisque le gros problématique de l'anticipation, de comprendre ce qui va se passer, de prévoir, donc c'est des cartes de vulnérabilité, puis la réactivité, il y a des incendies, pouvoir en temps réel regarder les fonds de flammes, etc., se développer, et puis après le lesson learned, du damage assessment, c'est vraiment le spatial. Et ces moyens donc, ont vraiment un rôle majeur à jouer dans le futur. On en reparle. Et on entendait tout à l'heure une responsable du CNRS qui expliquait tous les programmes, puisque ce n'est pas nouveau. Et cette question de la biodiversité, elle n'est pas nouvelle. La sensibilisation, elle est forte. On est dans la fameuse ère anthropocène, c'est-à-dire là où l'impact de l'homme se fait sentir au plus profond de la planète, même d'un point de vue géologique. Et là-dessus... ça a un peu commencé à Rio en 92 avec la COP qui a vraiment fait se mettre d'accord sur la nécessité de la biodiversité. Et tout à l'heure, Redouane, vous avez dit un mot qui est important. Prouver la valeur. Nous savons bien que nous sommes dans des économies, dans des mondes, dans des civilisations financiarisé. On avait tout à l'heure la Banque nationale de développement économique et social. On a entendu le président de la COP15 sur la désertification parler de nécessité de financement. Aujourd'hui, j'ai été assez surpris tout à l'heure en entendant le patron de Deloitte France-Afrique parler justement de vos ingénieurs agronomes. Comment est-ce que Deloitte Consulting contribue à cette identification de la valeur partagée et justement à cette prise de conscience de la valeur de la biodiversité ? Là-dessus, il y a 2-3 éléments qu'il faut aussi avoir en background. En fait, en 2050, on sera plus de 10 milliards d'habitants. Ça veut dire que les besoins alimentaires vont augmenter d'environ 50%, si on part de ce postulat-là. Et ça veut dire qu'il va y avoir des enjeux de géopolitique et d'arbitrage entre, quand on parle de souveraineté alimentaire, il faut trouver l'équilibre entre la production et le respect des contraintes environnementales. Et ça, ce n'est pas un exercice facile. Qui est un peu l'équilibre qu'on essaie de trouver aujourd'hui entre transition énergétique nécessaire, mais la fin du mois, la nécessité de pouvoir d'achat et gérer l'inflation, par exemple. Nous, la conviction qu'on a, c'est que pour aller plus vite, la technologie, Gianmarco l'évoquait tout à l'heure, la technologie, c'est un élément exceptionnel et très important pour aller plus loin dans le respect de la biodiversité. Et ça veut dire 2-3 choses. Ça veut dire, il faut fondamentalement croire en l'impact de la technologie sur cette thématique de la biodiversité. Ça veut dire peut-être se focaliser sur quelques sujets clés et au niveau européen, ne pas avoir plein d'investissements mais qui sont dispersés. C'est le premier élément. Alors sur ce premier élément, justement, est-ce que c'est vous le dites bien, est-ce qu'on se concentre sur quelques exemples et on les déploie ou au contraire, est-ce que c'est quelques exemples pour convaincre ? Moi, je pense là-dessus, si vous voulez, quand on regarde un petit peu ce qui se fait en Europe notamment, je pense qu'il y a un sujet d'alignement des positions et de focalisation. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas investir sur plusieurs sujets. La COP a démarré en 92. Ça fait plus de 30 ans. Donc, dans la réalité,
en quoi est-ce que la technologie a véritablement aidé à aujourd'hui. Pas beaucoup. Donc moi, je suis plutôt partisan de dire il faut prendre des cas précis et l'intelligence artificielle va être un élément très important pour accélérer sur des choses qui vont permettre d'avoir des résultats mesurables. Il ne faut pas chercher à couvrir 100% des choses tout de suite. Et ça va enclencher une dynamique productive parce qu'on peut souvent se cacher un petit peu derrière la complexité des choses, mais la complexité, ça ne doit pas être un prétexte pour ne pas aller sur des choses qu'on peut tester, faire évoluer. Et puis ensuite, le sujet va être un passage à l'échelle. Et du coup, c'est un peu l'effet Pareto, c'est je me concentre 20% qui va donner 80%. On a entendu tout à l'heure l'appel, voire même le cri de la nécessité de se concentrer sur l'assiette, sur donc les sols et l'alimentaire. Il reste pour moi une deuxième dimension qui est très importante, moi je pense qu'il faut travailler sur le quotient technologique des entreprises. On parle beaucoup de quotient émotionnel, de quotient d'intelligence, mais le quotient technologique des entreprises, il doit fortement progresser si un jour on veut passer à l'échelle. Parce qu'encore une fois, on peut trouver plein de startups. Le sujet du passage à l'échelle, ça nécessite aussi que la boussole technologique des dirigeants, des grandes entreprises, augmente. Lorsque vous voyez aujourd'hui les créateurs de start-up ou de ceux qui sont autour de l'intelligence artificielle, ce sont des gens qui ont 28-30 ans. Ça veut dire qu'ils ont un mindset et un mode de fonctionnement qui n'ont strictement rien à voir avec des dirigeants qui sont plus âgés, qui ont une autre forme d'expérience. Et si on veut aller plus loin en termes d'impact et de passage à l'échelle, les organisations et les États doivent mûrir et évoluer sur tout ce qui est compréhension des enjeux technologiques et augmentation du quotient technologique des organisations. Et là-dessus, je vous rejoins entièrement, puisque c'est la raison pour laquelle nous avons créé Rio Punto Futuro, il y a maintenant 7 ans, qui est une conférence de sensibilisation pour les directions non technologiques. Parce que souvent, le sujet de la technologie, c'était innovation, TI, mais aujourd'hui, ça impacte la logistique, ça impacte les DRH, ça impacte les directions financières. Et on en parlait, Ludivine, c'est pas facile justement de sauter le pas, parce que vous avez fait tout votre travail de recherche et vous êtes dans cette logique d'implantation, si je ne dis pas de bêtises, d'une première usine, justement pour avoir cette échelle. Oui, exactement. On est donc une start-up qui a déjà fait ses preuves de concept. Donc là, en termes de preuves, dans le langage start-up, on est en plein dedans. Donc on prouve notre concept, ça c'est fait. On a des résultats, c'est parfait. On expérimente toujours. Notre système R&D va bon train, évidemment, pour faire toujours mieux. Mais effectivement, c'est pas facile de changer d'échelle. Il y a, surtout dans les startups deep tech, donc qui ont vocation à opérer à des ruptures dans les usages, on a vraiment un besoin de changer d'échelle, de produire plus. Là, en l'occurrence, nos serres, ce sont nos usines. Donc on a un système d'industrialisation qui passe par de la serre. On produit des plantes pour produire des champignons mycorhiziens. Et effectivement, c'est pas évident. Ça a été dit dans les tables rondes précédentes. C'est pas évident aussi d'être une entreprise à impact qui va être financée en tant que telle. Il y a effectivement énormément de dispositifs qui sont très positifs et très encourageants pour développer ces structures. Mais il faut aussi une prise de conscience et une prise de risque. Parce que sur l'agritech, qui est nourrir et arriver à l'assiette demain, on a vraiment de gros enjeux, mais on travaille sur le vivant. Donc on n'a pas un temps aussi court que le numérique, par exemple, pour ne pas les opposer. Mais malgré tout, il y a ce constat à faire. On a parlé tout à l'heure de devoir collectif, impératif individuel, et là on parle de temps court et temps long. J'étais ravi en arrivant à l'événement de voir le fameux coq vert de la French Tech, et pour aider à faire cette transition, ça passe par une sensibilisation, par une éducation, mais aussi par des éléments plus concrets. C'est un peu le sens de Prométhée. Le lancement est prévu pour bientôt, si je ne dis pas de bêtises. Et l'idée, c'est justement de donner les armes pour faire cette transition. Ah oui, on parle beaucoup d'enjeux, on parle beaucoup d'ambition, et puis il y a les outils. Et souvent, on est en manque d'outils. Donc, c'est les grands discours, les grandes réunions. Et donc, nous, on a décidé de jouer là-dessus. Alors, je vous remercie aussi. J'ai appris que les responsables de start-up avaient 28 ans. Donc, je me sens tout jeune aujourd'hui. Merci. Moi aussi. Nous avons 28 ans. Je pense que, justement, alors, je vais répondre avec 2 volets. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on a fait? L'outil, il est simple. On a décidé, je vais faire... ça va être synthétique, en effet, c'est de créer la première constellation de petits satellites d'observation de la Terre en Europe, capables de faire du quasi-temps réel. C'est-à-dire aujourd'hui, les satellites, c'est des informations tous les 3 jours, et nous, on va passer à de l'information toutes les 45 minutes, des images toutes les 45 minutes, et des échanges d'informations toutes les
15 minutes. Donc c'est une véritable révolution et c'est un outil qui va permettre justement d'être efficace dans les grandes politiques dont on a parlé aujourd'hui. Et c'est intéressant, si je peux me permettre, parce qu'on confond souvent urgence climatique et crise climatique. La crise climatique, elle est là pour durer. On est plus dans un temps long. Par contre, l'urgence climatique, et la ville de Nice s'est dotée justement d'un centre de gestion et de monitoramento, de suivi. Là, cette constellation de microsatellites ou nanosatellites, elle permet aussi de répondre aux urgences. Oui, alors il y a l'urgence et il y a le mot fondamental, c'est souverain. Parce qu'il y a toujours le choix de se dire on va utiliser pour les 20 prochaines années, pour tout ce qui est forêt, développement durable, même plus stratégique, des images chinoises et américaines. Et la question, c'est est-ce que la France, est-ce que l'Europe va avoir des solutions souveraines? Et alors ça descend la France, on arrive jusqu'aux municipalités. On est très heureux, on discute avec la région, on est en région, on est très fiers d'être en région. Et c'est des projets Atmos. Atmos, c'est vapeur en grec, c'est eau plus feu, hein, et justement des systèmes d'alerte pour pouvoir réagir extrêmement vite. C'est pour ça qu'on a absolument besoin de la réactivité. C'est une image tous les 3 jours, on ne peut pas suivre en quasi-temps réel des situations très très critiques. Et donc c'est vraiment cet objectif-là. Et la deuxième partie de la réponse, c'est on parlait d'aide et de moyens. Je crois qu'en France, on peut être fier d'être en France, au niveau national et des territoires. France 2030 va justement chercher des sociétés comme la tienne et comme la mienne, où il y a quand même des preuves, on a trouvé des capitaux, on a des démonstrations technologiques, et vont faire le levier, hein, sous forme de commande publique, pour nous amener donc de jeunes start-up vers le monde, alors je ne vais pas dire des licornes, mais de sociétés qui sont présentes à l'export et qui vont être extrêmement économiquement valables, avec des solutions. On parlait de la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, un des points, c'est les investisseurs veulent voir comment ça évolue. S'ils ne voient pas comment ça évolue, ils ne mettent plus d'argent. C'est la traçabilité, et c'est des points économiques fondamentaux pour avancer. Et ce type de solution technologique répond à ce besoin. Et la technologie, elle marche sur 2 jambes intéressantes pour notre sujet, selon moi. Le premier, c'est rendre possible, grâce à des satellites, grâce à une optimisation de la biodiversité sur des micro-champignons pour stimuler, mais aussi elle permet la rapidité et l'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a entendu, la France, c'est 1% des émissions. Donc la France seule ne va pas résoudre la crise climatique mondiale. Mais je voudrais revenir, Redouane, sur ce que vous avez dit, qui me paraît très intéressant, c'est faire changer aussi le point de vue de nos dirigeants. Et je ne parle pas que de nos dirigeants économiques, d'entreprise. Je parle de nos dirigeants politiques. On le voit aujourd'hui dans ce forum. Il y a des pouvoirs publics, il y a une vraie volonté, il y a un vrai mélange. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'on parle souvent de l'intérêt du bénéfice. Et on a souvent limité le bénéfice au bénéfice financier. Or, le bénéfice social, le bénéfice sociétal, il est réel. Comment le prendre en compte? Puisque Deloitte Consulting a des solutions, mais aussi fait de l'audit. Comment est-ce qu'on mettrait ça en place un peu plus concrètement? Je pense qu'il faut avoir conscience de ce qu'on fait très bien, mais de ce qui se passe aussi dans le monde. Et en France, on a plus de 250 start-up qui travaillent sur l'agritech et la foodtech. On est quand même premier européen en levée de fonds, donc c'est quand même exceptionnel. Mais on n'est pas tout seul. Premièrement, vous regardez les Israéliens, sur les sujets d'agritech et de foodtech, ils ont démarré il y a très longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont réduit toutes les procédures lourdes de financement, etc., pour être beaucoup plus pragmatiques. Et aujourd'hui, si vous voyagez un petit peu en Afrique, vous serez étonné de voir à quel point ils pénètrent sur des marchés de manière assez importante. Les Pays-Bas également sont très dynamiques avec les fermes verticales. Et je pense qu'on a autant de choses à dire, mais que c'est peut-être un peu moins connu, il y a peut-être un peu plus de lourdeur. Donc déjà, comment est-ce qu'on facilite, je dirais, la divulgation et la connaissance et le fait de tester des solutions qui sont très intéressantes, avec, pour moi, encore une fois, il y a toujours cette dimension de passage à l'échelle. Le passage à l'échelle ne peut pas se faire au niveau du citoyen ou de l'individu ou même d'une administration. La force du secteur privé, notamment, va permettre d'accélérer de manière un peu plus importante. Moi, il y a quelque chose qui m'a... Je pense que peut-être on ne prend pas aussi en compte une dimension peut-être un peu plus géopolitique de la chose. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler dans quelques pays. J'ai un pied en France, un pied au Maroc. Je suis toujours fasciné par les discussions concernant les politiques agricoles communes, les grands débats sur les subventions, etc. Ce que je trouve surprenant, vu un petit peu de l'extérieur, c'est que
En France, on a une filière agricole qui est extrêmement riche, mais en même temps, si on descend au niveau de l'agriculteur, ce n'est pas un métier qui attire nécessairement, alors que c'est un métier qui est très noble en réalité. C'est un métier qui nourrit les gens. Les agriculteurs ont souvent des difficultés financières, les banques ne les suivent pas, et donc ils ne peuvent pas nécessairement accéder à des solutions technologiques importantes. Et puis on les paye, parfois, on leur donne des subventions pour ne pas produire. Pour moi, c'est un contresens. Quel que soit l'agriculteur dans le monde, sa raison d'être, c'est de produire. Après, on peut discuter des modalités de production et des outils. Et puis, je n'ai pas de satellite, mais si je prends un petit peu de hauteur, je dis, mais regardons par exemple ce qui se fait de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, j'ai une petite propriété, elle n'est pas très grande, mais l'État a décidé de financer à 70% tous les programmes de modernisation des plantations, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Et donc, il y a un saut très important, il y a un passage à l'échelle qui est très important parce que moi, je suis passé, je parle très franchement, je suis passé du mazout à pompe électrique, je suis passé de produits chimiques qui faisaient du mal, je les ai réduits à 90%. Mon père, il a 80 ans, il n'a pas suivi les évolutions de la réglementation, il a été pragmatique, il a identifié des solutions et il les a testées. Et je pense que cette dimension de géopolitique, elle n'est pas suffisamment prise en compte et on oublie que le Sud global est en train de se développer de manière très importante. Vous êtes au Brésil, le Brésil, l'Argentine, les Chinois, les Saoudiens achètent des centaines de milliers d'hectares en Afrique. Les Africains sont en train de pousser et croyez-moi, de l'innovation, ils vont en faire. Ils vont en faire. Et donc, à un moment donné, il ne faut pas qu'on soit dans un entre-soi où on considère qu'on avance plus ou moins bien. Il y a d'autres acteurs qui vont rentrer et la technologie, en fait, plus tôt elle sera partagée comme étant un accélérateur par les dirigeants, on ira beaucoup plus vite dans l'amélioration de la biodiversité. Alors, entièrement d'accord. Venant du Brésil, résidant au Brésil, on voit énormément d'innovation, on voit énormément de solutions. On a vu les très grandes exploitations brésiliennes s'équiper en drones pour analyser les sols, pour optimiser. Et du coup, Ludivine, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, par exemple, concrètement, puisque on a cette nécessité, le constat est à peu près partagé, il y en a d'autres qui vont très très vite, on a envie, on veut, mais concrètement, c'est pas si facile que ça. Alors, c'est pas si facile que ça, mais en même temps, on est en bonne marche, je dirais. Bravo. Déjà, il y a beaucoup de collectifs dans tout ça, c'est-à-dire que les 150 startups, notamment, on est réunis sous un écosystème. Qui a un nom, si je ne dis pas de bêtises. Alors, la Ferme Digitale, voilà, c'est une association qui regroupe une centaine de startups agritech. En fait, on est des solutions innovantes qui ne fonctionnent pas toutes seules. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de solution unique, donc en fait il y a plusieurs solutions. L'idéal, moi en tout cas chez Mycophyto, Justine Lipuma qui est la fondatrice de la start-up, elle est venue en agriculture alors qu'elle était chercheuse en microbiologie. Elle est venue en agriculture, on cultive, mais elle est surtout venue dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, elle a fait le constat qu'elle voulait que ces solutions elles soient mises dans les mains d'un agriculteur. Elle voulait voir ce qu'elle allait inventer, elle voulait le voir pragmatisme. Pragmatisme, et donc ça, c'est une idée qui nous montre que quand même, ça va vite. C'est-à-dire qu'on ne veut pas plus passer par la recherche qui va peut-être finir dans des tiroirs, on veut que ce soit pragmatique, utilisé. Elle est nécessaire, mais effectivement, oui. Elle est de plus en plus... En tout cas, à l'étranger, elle est beaucoup plus proche. Ça fait plaisir d'entendre, en tant qu'expatrié, de voir que c'est de plus en plus le cas en France. Oui, et du coup, et c'est ça qui est encourageant, parce que, Olivier, quand on a préparé la session, vous avez parlé de 3 grands projets du futur. Oui, tout à fait. Je pense que la notion, c'est la notion de risque. J'arrive au projet, mais c'est par le risque. Et c'est peut-être la France et l'autorité française, l'apprentissage du risque est neuf. Je prends l'exemple du DARPA, les Américains, ce n'est pas ma référence, mais eux, ils lancent des projets, s'il y a plus que 4% de réussite, il y a un problème. C'est qu'ils ne sont pas assez innovatifs. Et on est très très loin de ça. Et en fait, aujourd'hui, souvent, au gouvernement, il faut lancer, mais il faut que ça marche. Si on veut de l'innovant, il faut de l'échec. Sinon, ce n'est pas de l'innovant. Alors nous, notre choix, je pense qu'on est soutenu, on est vraiment soutenu en France, mais il faut retrousser ses manches. Et là, en effet, il y a des projets, trois projets. Je vous ai parlé d'Atmos. On a un projet aussi en région, poussé et aidé par la région sud, et c'est formidable, de satellites hyperspectrales, des nouvelles technologies avec beaucoup d'applications dans l'agriculture. Et puis, il y a un projet beaucoup plus large de constellation qu'on a appelé Constellation Méditerranée. Je pense que les régions peuvent s'asseoir pour protéger cette Méditerranée. Et pour terminer, on a fait des prises de risque de notre côté, puis on est soutenu.
On a fait à Monaco un Ocean Forum, Space Ocean Forum, on a eu de la chance, un grand succès. Il y a une petite voix qui me dit qu'on va en faire un, peut-être à Nice, début de l'année prochaine. Donc quand on a de l'initiative, on est soutenu. C'est plutôt le système français. Il faut se battre, mais quand on se bat, je trouve qu'on est vraiment soutenu. Et il faut prendre des risques, il n'y a pas le choix. Et c'est vrai qu'il y a plein de plans locaux, régionaux. On l'a entendu tout au long de cette journée, on en l'entendra aussi demain. Et pour donner un peu de perspective, on a demandé à un chercheur associé de Amazon au Brésil, Carlos Souza, qui a enregistré une petite vidéo que j'aimerais partager avec vous. My name is Carlos Souza Jr., an associated researcher from Amazon, an NGO based in Belém, state of Pará, Brazil. I work with several technology to protect the Amazon. I will explain to you how you can use this technology also to protect biodiversity. The first technology I'm going to talk about is the use of satellite data, cloud computing, and machine learning, deep learning algorithms to monitor deforestation in the Brazilian Amazon. We reconstructed the time series of deforestation since 1985 up to 2022. And we found out that we lost 36 million hectares of forest. Right now, we have lost almost 20% of the Amazon rainforest. It affects also water, biodiversity, and carbon stocks. This technology is crucial to inform the society about the threats that we are undergoing in the Amazon, not only to the biodiversity, carbon, and water, but also to the people that live in the Amazon. We also go beyond detect and monitor deforestation. We prepare reports to inform authorities about the level of legality of deforestation. The majority of deforestation that happens in the Amazon is illegal. We take the satellite data that we use to monitor deforestation, prepare these reports, and send this information to the public prosecutors that are key partners of NGOs, not only for Amazon, but in general. They work with NGOs, receive information to put in action to protect the Amazon rainforest. These reports can be also accessed by the European community to implement the new legislation that is not supporting purchase of commodities from Brazil from illegal deforestation sources. So all the information is public domain, is accessible, and can be used in putting action to protect the Amazon rainforest. This information is also widely disseminated to the mainstream media and to the social media to raise awareness about the importance to protect the rainforest. Another technology that we use allows us to forecast deforestation within a year. This is really an important technology because we can anticipate deforestation and prevent new deforestation. Our deforestation forecast models are also useful to prevent deforestation. We are partnering with the public prosecutors. They want to use this information to identify priority areas to send command control task force to avoid new deforestation. So technology is available, data is available. We have also the data science algorithm to generate information. So we need now to move from generate information to act against deforestation. There is no excuse, and it is not too late to save the Amazon rainforest. Thank you very much for your attention. En résumé, on voit bien que la technologie, c'est le point de départ nécessaire pour prendre conscience, pour mesurer, pour suivre, mais c'est aussi ce qui va nous permettre d'avoir l'échelle nécessaire et l'impact nécessaire. Notre temps se termine. Redouane, je voudrais juste insister sur un point, vous laisser conclure justement sur... on sait ce qu'il faut faire, on sait qu'on ne le fait pas assez vite, on sait qu'on ne le fait pas assez fort. Quelle est la note d'optimisme derrière? Moi, j'ai retenu surtout qu'il y avait encore beaucoup à faire. Et donc, on avait beaucoup besoin d'énergie, de volonté, d'engagement, de créer, de déployer. Le point important, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus ample. Et je pense que nos enfants vont pousser aussi à aller beaucoup plus loin. Moi, je suis très optimiste au sens où il y a beaucoup d'outils. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut déjà utiliser pour accélérer. Donc, il ne faut pas chercher à avoir 100% des outils. Il y a pléthore d'outils avec des niveaux de maturité très différents, du satellite au drone en passant par l'intelligence artificielle. Mais simplement, quand vous construisez des puits avec des pompes électriques, c'est de la technologie qui permet de ne pas consommer de l'essence et du pétrole. Donc, je suis très optimiste sur la capacité à innover, je dirais, sur des outils. Le vrai enjeu, c'est l'acculturation et le passage à l'échelle. Pour moi, c'est le passage à l'échelle qui fera la différence. Et donc, on reprend les mots de Stéphane Linou.
bien la technologie, mais aussi du bon sens et donc du passage à l'action pour avoir cette échelle Exactement. que la technologie nous permet. Et un impact sur la biodiversité plus rapide. Merci beaucoup de votre participation. Merci.